Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale du Mali. Bienvenue dans votre émission Actu Hebdo qui reçoit aujourd'hui des invités. Il s'agit d'abord de Moussa Boubacar Ba. Bonjour Monsieur Ba. Vous êtes le président du mouvement Sabati 2012. Bienvenue sur le plateau. Vous allez tout à l'heure nous parler du forum que vous avez organisé il y a quelques moments. Le deuxième invité, Boubacar Diabaté. Bonjour Monsieur Diabaté. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'AEDD. L'AEDD, c'est l'Agence de l'environnement et du développement durable. Oui. Alors vous allez tout à l'heure nous parler de la quinzaine de l'environnement, notamment les conclusions. Justement, on va partir sur ce reportage. Alors, clôture vendredi dernier, donc de la 17e édition de la quinzaine de l'environnement. Elle a été marquée par des conférences débats, des visites de terrain et des activités de sensibilisation sur la dégradation des sols. Le ministre Ousmane Koné était sur place. Suivons le reportage de Jafar Aïdara. Pendant 2 semaines à Kaye, comme dans les autres régions du Mali, le programme prévu par la 17e édition de la quinzaine de l'environnement a été exécuté avec une grande implication de tous. À travers le pays, les ONG, les universités, les services de l'administration publique et du secteur privé, les artistes, les jeunes, les femmes ont tous attiré l'attention sur la gravité de la situation de l'environnement en organisant des conférences de débat, des émissions radiophoniques, des visites de terrain, les activités de sensibilisation et d'information ont permis de mettre le doigt sur la réalité de la dégradation de notre environnement. Je pense que le bilan de la quinzaine de l'environnement 2016 est globalement positif. Il y a eu une bonne animation de la quinzaine, il y a eu une bonne communication à travers les médias, la presse écrite, la presse parlée, la télévision nationale ont fait un large écho de toutes ces activités. Et nous pensons que les activités seront soutenues tout au long de l'année, qu'il ne s'agira pas d'un phénomène d'une petite période, que cet élan va couvrir tout le reste de l'année. Donc je lance un appel pour que les messages qui ont été diffusés au cours de cette quinzaine soient gravés dans toutes les mémoires et qu'ils puissent agir sur le comportement de tous les jours. La protection de la faune et de la flore, les effets des produits chimiques dans l'orpaillage, les mécanismes de la désertification et l'ensemblement, la sauvegarde du fleuve, l'assainissement des villes, les créations artistiques, culturelles et sportives ont fait l'objet d'une vulgarisation auprès du public. C'est pour dire simplement que la 17e édition de la quinzaine de l'environnement organisée à Kaye a été une grande réussite sur le plan information et organisationnel. Vivement la 18e édition qui doit se tenir à Mopti en 2017. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable. La 17e édition de la quinzaine de l'environnement, les travaux ont pris fin. Comment ça s'est passé cette année? Vous venez de voir tout de suite le reportage du ministre sur la question. Je pense que, comme les autres années, ça a été un succès. Oui. En termes de communication, et comme en termes de sensibilisation. Oui. Comme vous saviez, la quinzaine n'a d'autre but que de sensibiliser la population par rapport à leur propre comportement sur la coupe abusive des bois, sur l'assainissement et j'en passe. Mais le plus important, c'est qu'il ne faudrait pas que la quinzaine soit juste la petite période qu'on va mettre à profit pour sensibiliser. Il faudrait que ce soit une action permanente sur la durée de l'année. Oui. Oui. Alors, comment ça s'est passé exactement cette année à Kaye? Cette année, ça s'est passé comme les autres années. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de sensibiliser le maximum donc, de population. Nous avions mis le paquet en collaboration avec donc, les autorités régionales, qui nous ont beaucoup appuyés également dans notre campagne publicitaire. Donc nous avons essayé de toucher de près quand même la réalité de la dégradation au niveau des Kaye. C'est pourquoi cette année nous avons privilégié cette région, compte tenu également de la dégradation de l'écosystème dans cette région-là. Donc je pense que globalement, on peut dire que le bilan est positif. Le bilan est positif. Est-ce que c'est visible? Qu'est-ce que vous avez pu faire de façon concrète? Parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a la déforestation, il y a la menace des sols, il y a l'assainissement, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez pu faire de façon concrète? Je pense que, en fait, quand vous voyez le programme de la quinzaine,
tout au long des 15 jours, il y a des conférences débats sur des thèmes spécifiques. Donc, à CAI, on a passé les 15 jours. Chaque jour, il y avait un thème qui devait être débattu. Ce n'est même pas qu'à CAI seulement, je crois que c'est un peu partout à l'intérieur du Mali. Donc, il y a des thèmes spécifiques qui sont débattus. Donc, sur les grandes préoccupations de l'heure. Et je crois que vous saviez que la coupe abusive des bois fait partie donc, des préoccupations. Également, le braconnage fait partie des préoccupations, notamment par rapport aux éléphants qui sont pratiquement en voie de disparition. Donc, tous ces thèmes ont fait l'objet quand même de conférences débats tout au long des 15 jours, et à Bamako et à l'intérieur du pays. Alors, depuis combien d'années maintenant on organise la 15e de l'environnement? Nous sommes à la 17e édition. 17e édition. Ça veut dire que c'est chaque 17 année. ans, chaque année, nous En organisons 17 ans, est-ce que vous avez des retombées palpables? Je crois qu'il faut retourner la question. On me pose souvent cette question. Où en serions-nous s'il n'y avait pas la quinzaine? Je pense que c'est une action de sensibilisation qui s'adresse au public. Donc, il va falloir peut-être évaluer, pourquoi pas. Mais c'est une action de sensibilisation qui s'adresse au public. Et comme tel, nous pensons que nous atteignons quand même une large proportion de la population. Si nous prenons le cas de CAI, je pense que les thèmes étaient à travers l'URTEL, donc étaient diffusés sur 50 chaînes simultanément. Nous pensons que 50 chaînes simultanément qui parlent du même thème est quand même assez écouté par une bonne partie de la population. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a eu beaucoup d'oreilles qui ont entendu un peu nos messages. Très bien. 17 ans d'information, de communication. Est-ce que vous avez des éléments mesurables pour voir le parcours qui a été fait? Non. Oui, on peut quand même savoir que les gens... On ne peut pas totalement dire aux gens d'arrêter de couper les arbres au Mali, parce que ça fait partie un peu de nos sources d'énergie, tout simplement culinaire. Mais on peut leur demander de couper avec responsabilité. Responsabilité, ça veut dire qu'au moins qu'on prenne la précaution de chercher à replanter. Et à ce niveau, je crois que le reboisement est un phénomène quand même qui a assez pris au niveau de la population. Chaque année, il y a des superficies qui sont reboisées, et par les collectivités locales, et par les différents projets qui sont au niveau du Mali, et tout simplement par vous et moi. Je pense qu'à ce niveau, on peut quand même dire que les gens sont en train de comprendre qu'il faut faire quelque chose. Ça, je pense. Alors, monsieur le directeur, on revient un peu sur les 17 ans. 17 ans, je l'ai dit, si on vous disait de présenter quelque chose de physique tout à l'heure, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire physique, en termes de réalisation, en termes de résultats? En termes de résultats, il faut voir l'ensemble un peu de tous les projets et programmes qui sont aujourd'hui en train d'être approuvés en faveur de la lutte contre le changement climatique. Il faut voir également tout ce qui est en train d'être fait en matière d'énergie de substitution. Il est prévu, par exemple, la construction de 10 mégawatts d'énergie à travers les énergies renouvelables. Je pense que ça, c'est des choses palpables qui prouvent que les gens sont engagés quand même à lutter contre ce phénomène de changement climatique. C'est ce que je dis, il est difficile de dire tout à l'heure, à ce moment, quel est le nombre de projets sur Bamako, ou en tout cas sur la République du Mali, qui sont en train de lutter contre le changement climatique. Il y en a. Je crois qu'il y a une sensibilisation très forte de la population par rapport à ça. Ça, c'est les effets palpables. Mais on ne peut pas montrer quelque chose de physique. C'est les projets, programmes en faveur des populations. C'est tout. Mais est-ce qu'il y a les retours réellement, de façon concrète, sur les populations? Évidemment. Évidemment, c'est les populations qui sont les premières bénéficiaires un peu des retombées de tout ça. Parce que c'est à eux que profitent en réalité. Est-ce que c'est réellement le cas? Oui. Parce que si, oui, c'est réellement le cas. D'accord. Très bien. Alors, vous avez choisi CAI. L'année dernière, c'était Sikasso. Qu'est-ce qui a motivé l'édition tournante? Bon, l'édition tournante, parce que vous savez, les premières éditions ont eu lieu à Bamako.
Et finalement, on s'est dit que Bamako n'est pas tout le Mali. Et puisque nous voulons faire une campagne de proximité, il était normal que pour toucher quand même l'ensemble de la population, qu'on essaye de sortir de Bamako pour essayer de sensibiliser aussi ailleurs. Donc essentiellement, ça a été motivé par une campagne de proximité qu'on a voulu privilégier. Et c'est ce qui fait qu'on est sorti de Bamako pour aller à Ségou en 2014. Et puis après, on est allé à Sikasso l'an dernier, en 2015. Et en 2016, on était à Kay. Et vous avez entendu le ministre dire qu'en 2017, ce serait Mopti. Et après Mopti, on continuera donc notre tournée à l'intérieur du Mali. C'est vraiment essentiellement pour mener une campagne de proximité que nous avions privilégié d'aller un peu dans les régions. Okay. Alors quand vous diagnostiquez la santé de l'environnement actuellement au Mali, vous la trouvez comment? Est-ce qu'elle est en bonne santé ou elle est agonisante? Agonisante, c'est trop dire. Il faut dire quand même qu'il y a un problème réel parce que nous constatons que jusqu'à présent, la pression humaine est très forte encore sur les ressources ligneuses. Bon, ça c'est peut-être un peu notre culture, on l'a dit tantôt. Mais il faut reconnaître aussi que beaucoup d'efforts sont en train d'être menés pour que cette population change quand même de comportement par rapport à son environnement. Et ça, c'est à tous les niveaux. Je pense qu'à ce niveau-là, nous pouvions dire que nous allons quand même continuer l'effort dans ce sens-là. Agonisant, c'est trop dire. Mais vous saviez... Mais il y a les menaces quand même qui sont... Les menaces sont là. Les menaces sont réelles et puis visibles. Absolument, les menaces sont là. Hein. Bon, j'avais préparé un élément, malheureusement, on n'a pas pu passer l'élément. La menace est vraiment réelle parce que l'autre jour, dans une des conférences, on a vu que le braconnage était la pression des braconnages était assez élevée sur la population des éléphants du gourmand, qui d'ailleurs n'ont aucune valeur marchande, parce que c'est ce qu'on a compris. Donc, il faut encore continuer. La menace est là. Mais en dehors de la quinzaine, est-ce que vous avez une autre stratégie ou d'autres stratégies pour pouvoir atteindre véritablement l'objectif que vous recherchez? Oui. Lesquels, par exemple? C'est ce que je vous disais. Nous avons quand même tout un ensemble de projets dont il serait fastidieux d'énumérer ici. Nous avons tout un ensemble de programmes aujourd'hui avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers qui travaillent inlassablement sur le phénomène de changement climatique et dans toutes les régions. Dans toutes les régions. Et essentiellement, dans tous ces programmes, quand vous les prenez séparément, il y a quand même le volet communication dans ces programmes-là. Donc le volet communication n'est autre chose que de traiter effectivement de l'aspect communicationnel, des habitudes qu'il faut changer. Et je crois qu'il y a énormément d'efforts qu'on est en train de déployer en ce moment-là. Et d'ailleurs, même il y a tout aussi un ensemble de projets qu'on est en train d'identifier dans le cadre du Fonds vert climat. Le Fonds vert climat, c'est l'instrument financier qui a été mis en place par la Convention pour financer un peu l'ensemble des activités liées au changement climatique. Donc, nous avons un ensemble de programmes qu'on est en train de peaufiner pour soumettre au financement du Fonds vert climat. Très bien. Alors, vous avez tantôt parlé d'énergie renouvelable. Comment vous expliquez terre à terre énergie renouvelable? Parce que si ça doit être fait pour la population, il faut que ces populations s'en approprient. Absolument. Voilà, ça veut dire quoi? Vous saviez qu'actuellement, on est dépendant pratiquement, je dirais à 100%, de l'énergie basée sur le fossile. C'est-à-dire le fossile, c'est quoi? C'est l'utilisation du carburant tel que vous connaissez, vous et moi, l'essence ou le gasoil ou le DDO, pour faire tourner un peu les machines qui produisent l'énergie. Donc, or, nous avions vu que le problème aujourd'hui, c'est la production du dioxyde de carbone que ces énergies-là rejettent dans l'atmosphère. Donc, la capacité d'absorption de l'atmosphère est dépassée aujourd'hui par cette production intense de dioxyde de carbone. Le problème, c'est qu'il faut changer. Il faut changer ce dispositif, c'est-à-dire trouver d'autres sources d'énergie qui ne soient pas basées sur du fossile. Donc, autrement dit, mettre l'essence de côté, mettre le gasoil du côté et trouver d'autres formes d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie renouvelable. Et parmi ces énergies renouvelables, il y a l'éolienne, par exemple, qui n'est pas utilisée chez nous.
Il y a le solaire tout simplement. Nous avons suffisamment de soleil. Il y a le solaire, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de projets et programmes qui sont là, qui sont en train d'être identifiés également pour produire, comme je vous le disais tantôt, jusqu'à 10 mégawatts d'énergie à partir du solaire. Donc ça, c'est de l'énergie propre. Vous aviez également l'éolienne, qui n'est pas suffisamment utilisée chez nous. Et vous avez également le diatrofa, qui est une énergie basée sur une plante que l'on connaît chez nous. Donc vous avez d'autres sources d'énergie qui peuvent valablement remplacer quand même le fossile actuellement utilisé. Le fossile, ok. Ouais. Très bien. Quand on prend parmi ce lot-là, par exemple, l'énergie solaire, oui. Pour que les gens puissent changer de comportement, c'est une alternative, n'est-ce pas? Ça doit être une alternative. Oui. Mais est-ce que c'est accessible à tout le monde? Le coût, bon, en réalité, je peux dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de recherche. Bon, on en parle maintenant parce qu'aujourd'hui, on parle en termes de changement climatique et on a quand même bien compris que l'une des raisons de ce changement vient quand même de la production de dioxyde de carbone. C'est bien compris. Et là, maintenant, de plus en plus, les gens sont en train de se tourner vers d'autres sources d'énergie. Mais en réalité, en début du siècle, on n'en parlait pas. Parce qu'on n'avait pas mesuré encore les effets négatifs de l'utilisation du fossile. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que c'est l'une des raisons. Et de plus en plus d'efforts est en train d'être consentis pour se tourner vers d'autres formes d'énergie, d'où l'énergie solaire. Et je suis persuadé qu'à partir de ces années-là, beaucoup de projets vont être orientés vers l'intensification du solaire en remplacement. Donc, vous voyez, même dans les pays développés, on parle de véhicules solaires. De plus en plus, les recherches sont en train d'être orientées dans ce sens. Oui. Et je crois que c'est même suffisamment avancé dans certains pays. Très bien. Alors, pour le cas spécifique du Mali, monsieur le directeur, vous parlez de changement de comportement. Oui. Quelle est l'alternative de façon palpable, pratique et concrète, en dehors des projets et programmes? Quelle est l'alternative que vous proposez aux populations pour qu'elles puissent changer de comportement? Il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser à partir des éléments comme vous, la presse. Je suis population, je veux faire du feu et la sensibilisation ne me permet pas de faire du feu. Alors vous me dites d'arrêter de couper le bois. Il faut que j'ai un autre objet qui remplace ça. Mais c'est-à-dire que c'est ce que je disais tantôt. Il est difficile de dire aujourd'hui au Mali aux gens d'arrêter de couper du bois. Difficile. Le gaz est utilisé dans certains ménages, mais essentiellement en ville. Donc, il faut faire une politique maintenant de promotion de ces énergies-là, notamment le gaz. Pourquoi pas le gaz? Pourquoi pas? Notamment, il y a eu l'accès, c'est ça. Oui, mais il y a eu également, n'oubliez pas, il y a eu quand même beaucoup de les fourneaux qu'on est en train de promouvoir un peu partout, qui utilisent, en tout cas, qui ont besoin de moins de charbon de bois pour être fonctionnel. Je pense qu'il y a tout un accompagnement à ce niveau-là qui est en train d'être fait. Qu'est-ce que vous faites concrètement justement à ce niveau d'accompagnement? En termes financiers, vous voulez dire, ou bien? L'ensemble, parce que pour changer, ça demande l'ensemble. C'est un package. Ça veut dire que vous mettez tout ensemble. Termes financiers, termes de communication, sensibilisation, information, tout ce qui s'ensuit. On fait appel à tout ça. On fait appel à tout ça. La preuve, c'est que je pense quand même que nous faisons appel à... Nous utilisons un peu tout ce panoplie, en fait, qui est pour l'instant à notre portée. La communication, l'utilisation des fourneaux des nouveaux... En fait, je suis en train d'imaginer un peu une ménagère du village qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas assez de moyens. Vous allez demander à cette dernière d'arrêter de couper, de ne pas faire... Voilà. Comment elle va suivre votre conseil? C'est ça un peu l'information. Je crois qu'il faut se mettre un peu dans la position même de ce paysan, puisque vous faites allusion à ce paysan. Oui. Ce paysan sait aujourd'hui qu'il a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que chaque année, il est obligé de déboiser pour avoir un nouveau champ.
Pourquoi il abandonne son champ? Il abandonne son champ parce que la productivité de ce champ n'est plus comme c'était avant. Parce que la pluie n'est plus au rendez-vous. Donc, si vous le faites comprendre que c'est son propre comportement qui amène ça, je crois qu'il est à même de vous suivre par rapport à ça. Maintenant, les programmes qui viennent, c'est des programmes essentiellement des projets qui sont là pour réveiller son sens. Souvent, les projets apportent également des ingrédients qui aident le paysan dans sa production. Mais en réalité, ce que nous recherchons à travers tout ça, c'est que lui-même soit conscientisé par rapport à son propre, à son action sur le terrain. Je crois que c'est ce que vous pouvez, au lieu de donner, c'est ce qu'on dit, il y a un adage qui dit, il faut apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Oui. Et si vous venez le faire comprendre qu'il faut qu'il arrête, et vous l'accompagnez dans ce sens, et nous les accompagnons à travers ces programmes-là. Dans ce sens, je crois qu'ils sont à même de comprendre ce que vous voulez. Ok, d'accord. Mais vu tout ce qui est en train de se passer en 17 ans, c'est difficile de poser voilà, ce que nous avons fait de façon concrète. Est-ce qu'à ce moment, vous n'êtes pas un peu loin de l'objectif que vous recherchez? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous n'êtes pas, vu tout ce qui est en train d'être fait, la structuration de toutes les actions qui sont là, est-ce que vous n'êtes pas un peu loin de l'objectif que vous recherchez? Non, parce que l'essentiel de ces projets-là sont quand même identifiés en collaboration avec la population elle-même. Ils sont quand même, ils interviennent à tout moment, de l'identification, de la phase d'identification jusqu'aux actions. Ils sont là, ils sont accompagnés de début, et d'ailleurs même, ils sont acteurs même de ces programmes-là. Donc on ne peut pas dire qu'on ne s'adresse pas réellement aux besoins et aux desiderata de cette population qu'on accompagne. Je ne pense pas. Très bien. Alors on va faire un autre tour à Caille. À Caille, je ne sais pas comment la population était un peu impliquée dans l'organisation. De toute façon, on a eu écho, comme quand les jeunes ont brandi des pancartes pour dire « nous ne sommes pas d'accord ». Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je n'ai pas vu ces pancartes-là. Peut-être vous pouvez nous les montrer ici, je n'ai pas vu ça. J'étais à Caille. Oui. Ça, c'est une information que vous me donnez là. Ok. Je n'ai pas vu ça, honnêtement. Mais attends, comment ça s'est passé avec la jeunesse, l'organisation? De toutes les façons, nous, selon une certaine presse, nous, on a vu les pancartes de nos jeux. Voilà, c'est ça. Les images de votre pancarte. Oui. Vous n'avez pas connaissance? Non, je n'ai pas vu. Très bien. Je n'ai pas vu. Okay. J'ai vu plutôt une jeunesse très enthousiaste et très consciente de son rôle. Enfin, ceux qui sont passés sur le plateau. Très bien. Alors, monsieur le directeur, l'environnement, c'est plusieurs éléments. La déforestation, l'assainissement. Comment vous attaquez à la problématique, par exemple, de l'assainissement? On suppose que vous représentez le département sur ce plateau. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'environnement également implique l'assainissement, ça implique également les stations d'épuration d'eau. Je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'actions qui sont également en train d'être menées. Si vous prenez par exemple les stations d'épuration d'eau, il y en a 28 qui sont fonctionnelles en ce moment. Et dans les régions également, les hôpitaux sont concernés. C'est les déchets liquides. C'est les déchets liquides, exactement. Et il y a des normes aujourd'hui qui sont édictées à travers une politique qui est suffisamment bien respectée au Mali. Il y a une direction qui s'appelle la GSM qui s'occupe vraiment de ce volet-là. À mon avis, je crois que le clignotants commence à être au vert. Ok. Alors, et les déchets solides, qu'est-ce qui se passe? Les déchets solides, bon, c'est les décharges. Bon, vous savez très bien le fameux problème des décharges au Mali. Je crois qu'actuellement, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être consentis, notamment sur Numombougou, qui est vraiment assez connu des populations. Donc, il y a beaucoup de dispositions prises au niveau de Numombougou pour que ces décharges... C'est opérationnel? On a commencé oui, on a commencé à décharger? On a commencé. Ok, mais le ramassage même, par exemple, quand on prend le côté de la Fiabougou vers le cimetière, il y a encore... ça pose un petit souci encore? Comment ça se passe? Bon, je crois qu'il est prévu également de déblayer cette partie-là. Mais vous savez, en matière de déchets solides, il y a encore une implication forte des communautés et surtout des mairies. Il me semble que ce n'est pas simplement une question de l'État. Il faut quand même que la population également s'implique en matière de déchets solides.
qu'ils soient sensibilisés également pour effectivement le ramassage de ces déchets solides-là. Parce que normalement, les collectivités doivent être fortement impliquées aux côtés de l'État. Jusque-là, les mairies ne sont pas impliquées? Bon, en fait, c'est une activité en réalité en partie qui relève aussi des mairies. Ils sont impliqués, les mairies sont impliquées, mais peut-être on demande un peu plus d'engagement encore. Ça relève des mairies ou ça relève du département? Bon, mais le département prend en charge tout ce qui est assainissement. Mais en réalité, il y a la responsabilité aussi des collectivités qui n'est pas exclue dans le traitement de ces déchets. Laquelle, par exemple? Qu'est-ce que les mairies doivent faire? Le financement, ils doivent accompagner aussi. Ils doivent accompagner. Parce que ça coûte quand même cher, ces décharges-là. Les mairies doivent accompagner. D'accord. Alors, globalement, vous êtes satisfait de l'environnement au Mali? Bon, cette question-là, vous savez quand même qu'il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis à relever dans le domaine de l'environnement. Je le reconnais, mais beaucoup aussi a été fait. Beaucoup a été fait. Et nous allons continuer à relever le défi. Oui ou non, mais vous êtes satisfait? Ce défi-là doit être relevé avec l'ensemble de la population. Parce que c'est eux, en réalité, dont il s'agit. C'est-à-dire que l'État, on ne peut pas dire que l'État a une baguette magique. La baguette magique que nous avions, c'est nous devons avoir la population avec nous. Parce que l'environnement, c'est vous. L'environnement, c'est nous. L'environnement, c'est tout le monde. Et il faudrait que ce soit... Mais est-ce que le feu est vert pour l'environnement au Mali, monsieur le directeur? Bon, on peut dire que le feu, il est vert. Monsieur Ba, vous êtes convaincu de tout ce qui se passe actuellement en termes de protection, en termes d'assainissement? Bon, merci beaucoup de m'inviter sur ce plateau. Et moi, je pense que lui-même, il a dit, il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de défis à ce niveau-là. C'est vrai, l'État a fait beaucoup de choses, il reste à faire encore d'énormes choses, parce que la problématique de l'environnement dépasse les frontières d'un seul État. Et qu'aujourd'hui, le Mali est confronté à ces défis-là. Donc, nous sommes en train de ramasser les pots cassés des autres pays, surtout les pays développés qui ont dégradé l'environnement depuis. Nous, les jeunes États, jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à leur niveau. Donc aujourd'hui, en nous demandant d'être à leur niveau par rapport à la protection de l'environnement, moi je pense que c'est un défi et c'est un problème par rapport à la gestion de l'environnement chez nous. Comme lui, il a dit, on a une façon traditionnelle de gérer l'espace vital. Et il a dit qu'il est très difficile aujourd'hui dans notre pays de demander aux populations d'arrêter de couper les bois. Et là, je me pose la question, si aujourd'hui il est difficile de demander aux populations de ne pas couper, est-ce qu'au niveau du département, est-ce que vous avez une alternative qui sont basées sur un timing, c'est-à-dire d'ici 10 ans, 15 ans, nous allons créer toutes les conditions et mettre les populations dans une situation afin qu'elles ne coupent plus le bois. Est-ce qu'aujourd'hui, cette politique-là est au niveau de votre département? Si je me fais très bien. C'est pourquoi je disais, cette politique, elle existe. Mais si j'ai dit tantôt que nous ne pouvons pas demander aux gens d'arrêter de couper le bois, c'est que il y a une question de responsabilité qui est là. Et j'ai dit qu'il faut faire appel à cette responsabilité. Couper pour couper, non. Mais quand je coupe, qu'est-ce que je dois faire aussi? Il y a un accompagnement qui est là, qui doit être quand même observé par celui qui coupe le bois. C'est là où on parle de reboisement. Donc le reboisement est important. Et à mon avis, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en termes de reboisement. Les superficies reboisées, quand même, ont été multipliées par 10 en 7 ans. Aussi, je suis d'accord avec vous que quand on dit à une population, il y a tout un ensemble de politiques qui est là pour essayer d'aller vers une coupe zéro du bois. Cela fait appel donc, à l'utilisation, je le disais tantôt, d'autres formes d'énergie qu'il faut développer. Mais ça ne se fait pas en un jour, il faut quand même de l'argent, c'est la transformation de ces habitudes-là, il faut que la technologie soit en place. Je crois qu'il y a tout un panoplie de programmes, de projets
qui sont là, qu'on va essayer de mettre en œuvre progressivement durant les années à venir pour accompagner cette population-là. Est-ce qu'aujourd'hui les superficies coupées sont équivalentes des superficies reboisées? Il est difficile de répondre à la mesure où beaucoup de superficies sont coupées de manière anarchique, qui ne sont pas forcément contrôlées. Mais il y a certaines superficies qui sont contrôlées. Donc, ça veut dire Vous voulez faire le bilan entre les superficies coupées et les superficies reboisées? J'ai compris la question. J'ai compris la question. Bon, maintenant, ce bilan-là, ça va être difficile peut-être pour moi de dire exactement que nous contrôlons absolument tout ce qui est coupé comme superficie à l'intérieur du Mali. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'actions de reboisement qui sont quand même en train d'être menées. Très bien. Alors, monsieur le directeur, on a parlé de déforestation, on a parlé d'assainissement, mais il y a le changement même du climat, ce qui se pose actuellement. De plus en plus, il fait très chaud. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu le phénomène, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Je pense que... Ah, le diapo. Voilà. Je pense que j'essayais de vous expliquer un peu tantôt que ce phénomène-là, j'avais préparé un petit film d'ailleurs pour vous faire comprendre pourquoi il y a un réchauffement. Puisque vous me posez la question, je vais tenter de répondre à cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a réchauffement parce que l'homme produit de plus en plus. Et avec ces machines, vous aviez une concentration de gaz à effet de serre qui se trouve au niveau de l'atmosphère. Donc cette concentration de gaz à effet de serre fait que la température à l'intérieur de ce gaz se réchauffe davantage. Donc, et qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui de diminuer ça? C'est ce qu'on appelle la capacité de séquestration de ce gaz-là. Et cette capacité de séquestration de ce gaz-là, ça se fait essentiellement par les forêts. Donc si vous voyez, donc le petit dessin, le diapo qui est maintenant sur votre l'écran, vous voyez qu'en 2007, donc la partie en rouge, c'est en fait le CO2 qui est essentiellement donc produit. Et vous voyez la partie en vert, ça c'est la capacité d'absorption de ce CO2-là. Et vous voyez qu'on arrivait quand même à capter, à absorber toute cette quantité produite en 2007. On avait même un bilan positif qui est en bleu, que vous voyez. Donc ça veut dire que notre capacité de séquestration donc, du carbone était supérieure quand même. Et nous avions même un bilan de 259 463 kilotonnes en équivalent CO2. Si vous vous reportez en 2010, vous voyez que la production en rouge a un peu augmenté. De 525, on est allé à 532. Mais vous voyez également que le vert a pu quand même absorber. Mais le vert a diminué un peu. Donc de 784, on est allé à 779. Et nous voyons que notre capacité, le bilan qui est en bleu, est rétréci. 2014, et si vous allez en 2014, vous voyez maintenant que ce bilan-là, le bilan positif-là, qui était de 247, est tombé à 155. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, on produit de plus en plus de gaz à effet de serre et avec la coupe abusive du bois, on est en train de diminuer notre capacité de séquestration du CO2 émis. C'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut dire... C'est là où les menaces sont réelles. Et c'est là où les menaces sont réelles. Et ça, c'est des données qui sont assez... que nous avons pris dans notre troisième communication. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver? Il faut continuer à sensibiliser les gens pour dire attention, le danger est là, arrêtez de couper le bois. Arrêtez de couper le bois. Vous avez vu dans le petit sketch, malheureusement on n'a pas pu le passer, que même la capacité d'absorption des océans également est en train d'être saturée. Parce qu'eux aussi, ils absorbent le CO2. Mais la salinisation maintenant de la mer fait que ils n'arrivent plus du tout à séquestrer le carbone comme les autres. Donc la seule méthode pour aujourd'hui séquestrer le carbone, c'est les forêts. Il faudrait mettre l'accent là-dessus. Alors est-ce que vous avez des politiques, des stratégies pour traduire tous ces éléments, par exemple, en langue nationale
pour une meilleure compréhension des populations. Parce que quand vous dites gaz à effet de serre, COD aux populations qui doivent comprendre, c'est eux qui sont les concernés directement, ça pose un petit souci. Il y a des émissions que nous animons en Bambara. Oui, je vais parler des documents même. Mais je suis d'accord avec vous qu'il est difficile de traduire le CO2 en Bambara. Voilà. C'est compliqué parce que nous, c'est combien de pourcents de Maliens comprennent le français, c'est un peu... Pour que vous puissiez atteindre les objectifs, il faut... Je pense quand même qu'il y a quand même beaucoup d'émissions, et même avec leur thème, on a des émissions, effectivement, qui parlent beaucoup d'environnement. Très bien. Il y a d'autres télévisions, même il y a également les sketchs qu'on fait avec souvent le groupe Nyogolo, le groupe Clenza. Oui. Tout ceci, bon, je pense que c'est des messages qui sont susceptibles d'être captés par la population, qui n'est pas lettrée. Ça continue, hein, la sensibilisation va continuer. Il y a Sabati 2012 qui est également dans la sensibilisation, on va voir cet élément tout à l'heure. Alors, porter la réflexion sur les vraies causes du radicalisme religieux et mettre en synergie les actions afin de venir à bout du phénomène. Telles sont, entre autres, les grandes recommandations ici du forum de Mopti, initié par Sabati 2012, suivant le compte-rendu de Mamourou Sidibé. Le forum sur le radicalisme religieux qui vient de prendre fin à Mopti a comblé les attentes. La région étant considérée comme épicentre du phénomène, il a été un espace d'édification des participants. On a discuté dans les travaux de groupe les causes réelles du fondamentalisme religieux face à la thèse des radicaux religieux, quelle réponse juridique? Un thème qui a été très bien animé par notre frère Oudou. Et le Mali, en tant que victime du radicalisme religieux, quelles leçons à tirer et quelles perspectives pour la région de Mopti? Quel rôle des acteurs, notamment les leaders religieux, dans une région comme Mopti? L'idéal de Sabati 2012 est en parfaite harmonie avec celui des autorités régionales au dire des témoins. En fin de travaux, les réflexions ont porté sur la recherche de solutions, lesquelles solutions ont été traduites en recommandations. Le forum recommande le renforcement de la collaboration du mouvement Sabati 2012 avec les structures religieuses, le Haut Conseil islamique du Mali, la Ligue des imams du Mali, la Ligue des prédicateurs du Mali, l'INAFEM, l'AMIPI, etc. pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action commun de lutte contre le radicalisme religieux dans la région de Mopti. L'appui des autorités administratives et politiques dans la région de Mopti pour l'exécution du plan commun pour la lutte contre le radicalisme religieux dans la région de Mopti. Un si grand forum ne peut porter que s'il est correctement restitué à la base par les différents participants. D'où cet appel du directeur du cabinet du gouverneur de Mopti. Chacun de vous, aujourd'hui, au sortir de cette salle, doit se considérer comme un moudjahidine, si on peut le dire. Quelqu'un qui va défendre l'islam tel écrit dans le Coran, tel édicté par Dieu dans le Coran et édicté par les hadiths du prophète. Mopti tirera certainement profit de ce forum en faisant de ses recommandations son instrument de lutte contre le radicalisme religieux. Monsieur le Président, Moussa Ouakarba, voilà, vous êtes le président de Sabati 2012. Vous pouvez nous expliquer un peu ce mouvement? Merci beaucoup. Merci une fois de me donner l'opportunité d'expliquer aux Maliens et aux téléspectateurs de tout ce que Sabati 2012 est en train de faire à travers le pays et par rapport à la lutte contre le radicalisme religieux dans notre pays. Sabati 2012 est un mouvement citoyen de soutien au processus électoral, au renforcement de la démocratie, à l'état de droit, au développement du Mali, à travers une mobilisation citoyenne autour de nos valeurs religieuses et sociétales. Et depuis sa création jusqu'à maintenant, Sabati 2012 a fixé comme objectif l'avènement d'un Mali nouveau, garantissant le bien-être de sa population et véritablement engagé sur les sentiers de la culture de la paix, de la réconciliation, de la stabilité, du développement économique et social et de la justice pour tous. C'est un mouvement qui a eu aujourd'hui une audience certaine auprès des structures de la jeunesse musulmane du pays et auprès de l'ensemble des structures religieuses de notre pays. C'est un mouvement qui est implanté dans toutes les grandes villes du pays et dans le combat contre le radicalisme religieux et dans le combat pour la paix et la réconciliation et le développement du Mali.
Très bien. Vous êtes un mouvement politique ou religieux? Mouvement politique ou religieux, nous ne sommes pas un mouvement politique dans le sens où on considère la politique comme la conquête et l'exercice du pouvoir. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Pour nous, c'est les devoirs de formation politique qui sont créés pour ça. On peut être considéré comme politique si la politique est une dynamique de réflexion et au service du développement, de la paix et du progrès. On peut considérer ces mouvements comme étant un mouvement politique, mais un mouvement politique à d'obédience religieuse. Parce que pour nous, le développement concerne tous les citoyens. Les questions transversales et les questions d'intérêt national sont des questions qui concernent tous les citoyens. Et pour nous, tous les citoyens doivent jouer leur partition par rapport à ça, quelle que soit leur provenance, quelle que soit par rapport à leur spécificité. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, en tant que Maliens, en tant que citoyens du Mali, il est de notre devoir de nous impliquer pour tous les problèmes du Mali, pour le développement de notre pays. Vous n'êtes pas politique, hein, vous êtes religieux. Oui, on n'est pas politique. D'accord, très bien. Alors à Mopti, qu'est-ce qui s'est passé? Le forum, c'était pourquoi? Avant d'organiser le forum de Mopti, nous avions déjà organisé un colloque national qui s'est tenu à Bamako les 28 et 29 février, sous le haut parrainage du président de la République. Ce colloque a regroupé 404 participants qui sont venus de toutes les localités du Mali et des invités internationaux, dont Mme Ibn Ziaten, qui est aujourd'hui considérée comme l'icône européenne de lutte contre le radicalisme religieux. Son fils a été tué par le terroriste Mohamed Merah. Depuis, elle a créé un mouvement. Elle multiplie des activités dans les prisons, dans les quartiers défavorisés et les jeunes qui rentrent de la Syrie. Tout récemment, elle a eu un prix aux États-Unis par la mère de John Kerry. Donc, elle est venue partager ses expériences avec nous lors du colloque. Ce colloque a recommandé à ce qu'on organise des forums pratiquement dans toutes les régions du Mali. Parce que le phénomène du radicalisme religieux est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Pour bien cerner ces phénomènes, il était bon d'écouter les Maliens qui sont un peu éloignés des capitales régionales, de les écouter, et de partager leurs expériences, ce qu'ils ont vécu là-bas. Donc ce forum a décidé d'organiser à travers les recommandations des forums dans toutes les régions du Mali. Donc on a organisé le premier forum à Kaï, c'était les 24 et 25 avril. Et les forums de Ségou, une semaine après, les forums de Sikasso. Et les 4 et 5, on a organisé le forum de Mopti. Et la particularité de Mopti par rapport aux autres régions, c'est que Mopti, comme les reporters a dit, est considéré aujourd'hui comme l'épicentre du problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes à Mopti. Et les délégués sont venus de toutes les localités de Mopti au nombre de 350. Kaye, c'était 250. Sikasso et Ségou, c'était 100 délégués qui sont venus pratiquement de toutes les localités de ces régions-là. Des imams, des prêcheurs, des prédicateurs, des jeunes, des femmes, des forces de l'ordre. Donc ces différents forums nous ont permis d'échanger avec l'ensemble des citoyens qui sont venus participer au forum. Et pour nous, ça a été une réussite totale, tous les forums. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas, à Mopti? À Mopti, vous savez, la particularité de Mopti par rapport aux autres régions, comme je l'ai dit, Mopti est considéré comme l'épicentre du problème, pour la simple raison que Amadou Koufa est de la région de Mopti. Il est considéré aujourd'hui comme l'une des figures emblématiques du radicalisme religieux dans notre pays. À côté, il y a Dagrali et d'autres personnes. Les clivages entre les différentes communautés dans la région de Mopti ont atteint un niveau aujourd'hui. Si rien n'est fait, nous risquerons de nous retrouver face à une guerre ethnique. Parce qu'aujourd'hui, toutes les lignes de tension traditionnelles sont en train d'être exploitées par les groupes radicaux. Et vous le savez bien, dans tous les pays du monde, il y a un problème entre les éleveurs et les agriculteurs. Les agriculteurs ont toujours accusé les éleveurs de piétiner leurs champs. Et de l'autre côté, les agriculteurs accusent les éleveurs, non, les éleveurs accusent les agriculteurs de cultiver problème de transhumance sur le passage des animaux. Donc problème de transhumance. Ok, à ces différents problèmes, ça veut dire que c'est réel.
Vous avez fait des propositions, des recommandations? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait des propositions parce qu'aujourd'hui, l'État est très absent dans beaucoup de localités de la région de Mopti. On nous a dit pratiquement il y a 109 localités où l'État n'est pas présent. Donc ça c'est énorme. Ça veut dire que l'État n'est plus dans la région de Mopti. Dans le forum, il y avait les représentants de l'État? Il y avait les représentants de l'État, il y avait les forces de l'ordre, il y avait les délégués des structures politiques et administratives de la région de Mopti. Il y avait les membres du Haut Conseil islamique. Et un des délégués nous a dit carrément qu'en réalité, que Mopti est abandonné aujourd'hui. Bon, je ne peux pas croire à cela parce que tous les jours, on voit les efforts de l'État. Les ministres sont partis discuter avec les populations. Il y a les gouverneurs qui sont là. Mais dans certaines localités, les autorités administratives ne sont pas là, surtout les communes rurales. Alors, à ce niveau, quelles recommandations vous avez faites? Nous avions recommandé à ce que l'État revienne. Très bien. Et que l'État fasse tout pour revenir sans délai. Nous avons recommandé aussi à l'État, demandé à l'État d'appliquer toutes les dispositions qui se trouvent dans l'accord de paix signé entre les groupes armés et le Mali, qui sont relatives à la paix et à la défense. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments à ce niveau-là qui ne sont pas appliqués. Et si ces éléments sont appliqués, nous pensons que non seulement ça va renforcer les structures sécuritaires de l'État, mais ça va assurer encore davantage les populations. Très bien. Et nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait un programme régional global de lutte contre le radicalisme religieux dans la région et pratiquement dans toutes les autres régions du Mali. Parce que le combat contre le radicalisme religieux, c'est un combat qui se situe à des niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la réception du message radical. Et le deuxième niveau, c'est le passage à l'acte. Donc, par rapport au passage à l'acte, l'acte terroriste, comment empêcher les attentats, comment empêcher les enlèvements, ainsi de suite, pour nous, c'est le devoir des services de sécurité qui doivent être mis à contribution en leur dotant de tous les moyens afin qu'ils puissent jouer parfaitement leur mission. Le second volet, qui est de combattre l'idéologie radicale. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une idéologie qui est en train de prendre de l'ampleur. Une idéologie basée sur l'interprétation abusive et sectaire du Saint-Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour nous, c'est les oulémas, les leaders religieux qui sont bien outillés pour faire ce travail-là, en s'attaquant à l'idéologie radicale. Et je pense que si les oulémas et les acteurs religieux musulmans sont mis en contribution, nous pourrons gagner ce combat-là à ce niveau-là. Très bien. Alors, nous constatons que vous êtes pratiquement en train de sillonner tout le pays. Oui. Quelles sont vos sources de financement? Ça a été une grande question. Vous n'avez pas posé la même question au directeur qui est en train de faire un travail extraordinaire sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, peut-être que nous sommes soupçonnés. Non, pas du tout. C'est pour des besoins d'information. Voilà, pour être très clair, oui. Le mouvement Sabati 2012 s'appuie sur des ressources locales. D'abord, les contributions des membres du mouvement Sabati 2012, mais aussi nous travaillons sur nos relations personnelles. Par exemple, à Sigasso, le forum a été financé entièrement par les ministres qui ont été invités. Les parrains étaient Mamadou Hachim Koumaré. Il a mobilisé pratiquement 4-5 millions pour nous. Et chacun des ministres qui lui ont accompagné ont contribué. Et grâce à cette somme-là, on a pu financer le forum de Ségou. Ségou, oui. Okay. À Mopti, les parrains étaient le président du Haut Conseil des collectivités et la marraine était Mme Diaye Ramatoulaye Diallo. Tous ceux-ci ont contribué pour financer les forums de Mopti, de Sigasso, disons. Et le président de l'APECAM, Bakary Togola aussi, a contribué et d'autres donateurs privés. À Mopti, ça a été comme ça. Boubou, en tant que ressortissant de Mopti, il a beaucoup appuyé financièrement. Et les parrains étaient le ministre Abdoul Karim Konaté, qui a pratiquement pris en charge le budget du forum. Donc nous évoluons comme ça. Depuis que nous avons créé ce mouvement, on n'a pas déposé un budget auprès d'une structure de l'État. Nous pensons que les individus sont soucieux du problème qui se passe de leur localité. Et si on rapproche ces individus
leur expliquer clairement les enjeux du problème, ils seront capables de financer. Et tous ceux qui ont financé le problème les forums des Ségou étaient des ressortissants des Ségou. Et Mohamed Hachim, et le ministre Frangali, le ministre Draman Dambélé, Maître Moutakatal, on les a rapprochés, on les a expliqué que leur région est menacée, il est bon pour eux de contribuer. Et ça a été la même chose pour Sikasso, ça a été la même chose pour Mopti. Donc nous n'avons pas de sources de financement qui viennent de gauche à droite. Donc nos sources de financement, c'est comme ça. C'est tout, c'est uniquement local. Ouais. C'est uniquement local. Oui, local. Rapidement, quelle est la suite? Comment on vous dissocie, parce que vous êtes un mouvement religieux, entre griffes, comment on vous dissocie aussi de ces radicaux? Bon, le fait de ne pas nous dissocier, pour moi... Est-ce qu'il n'y a pas l'amalgame? Il y a plus que l'amalgame, c'est une insulte. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le radicalisme religieux n'est pas musulman, n'est pas islamique. Donc confondre une structure islamique à une action ou à un comportement qui n'est pas religieux, qui n'est pas islamique, pour moi, ça c'est de la pure fausseté. Parce que les radicaux, on les connaît. Qui sont ces gens-là? C'est des anciens délinquants, et des criminels. Et aujourd'hui, on est en train de quitter de la délinquance criminelle à la criminalité meurtrière, organisée, structurée et légitimée au nom de la religion. Tout le monde sait que ces gens-là ne sont pas des ressortissants d'une mosquée ou d'une association islamique ou d'une ONG islamique. Vous êtes contre ça? Moi, je suis... Le mouvement? Le mouvement est contre le radicalisme religieux. Oui. C'est la raison pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'organiser des rencontres partout contre le radicalisme. Nous sommes farouchement opposés et nous ne ménagerons aucun effort pour lutter contre ce phénomène dans notre pays. Très bien. Monsieur le directeur, vous êtes convaincu? Vous êtes d'accord avec tout ça? C'est des efforts... On est pratiquement à la fin de l'émission, c'est pour terminer. Oui, c'est des efforts louables. Je pense que ce phénomène de radicalisme religieux est quand même assez sérieux. Et quand on a des associations comme ça qui ont compris et veulent porter l'information que ce n'est pas de la religion, je pense qu'ils sont à saluer. Ils sont même à encourager. Oui. Donc, j'appuie fondamentalement, j'appuie fortement un peu les actes qu'ils posent. Très bien. Alors, sur l'environnement, la déforestation, l'assainissement, pour terminer, un mot. Message Protégeons notre environnement. Très bien. Monsieur le Président, un mot pour terminer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre ces problèmes-là à bras-le-corps. Oui. L'État doit sortir des pressions extérieures. Parce qu'aujourd'hui, notre problème a pris de l'ampleur, tout simplement parce qu'on n'a pas laissé au Mali et aux Maliens de gérer convenablement notre problème sur la base de nos réalités sociétales et sur la base des mécanismes traditionnels de gestion des conflits dans notre pays. Et il est bon aujourd'hui que tous les Maliens se mobilisent derrière l'État afin de venir à bout de ces phénomènes-là. Merci beaucoup. Je vous remercie, le thème, vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous étions avec Aboukar Diabaté, le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable, qui nous parlait des conclusions de la 17e édition de la quinzaine de l'environnement. Notre deuxième invité était Moussa Bokarba, qui est le président du mouvement Sabati 2012, qui se positionne contre le radicalisme religieux. Tout à l'heure, le journal des 13h avec Rachel Tessougué. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes.